Donc, bienvenue. Merci à Jean de Vox Populi pour m'avoir invité. Pour une 8e fois, le thème de ce jour, que nous allons aborder dans quelques instants, faut-il suivre la voie de la facilité? Donc, je vais commencer par me présenter. Donc, merci à tous et à toutes d'être présents à cette belle rencontre webinaire. Et nous allons, bien sûr, nous sommes en direct de Montréal. Je salue nos auditeurs de la France et de partout ailleurs dans le monde. Sachez que cette rencontre pourra être réécoutée en replay. Donc, pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, alors je m'appelle Mathieu Martel, je suis professeur de philosophie au collégial depuis 15 ans, conférencier depuis maintenant 18 ans, auteur aussi, mais d'abord esprit libre. Et je vais vous entretenir aujourd'hui d'une question philosophique. Comment dire, d'une question, j'ai mon petit plan qui bouge ici, d'une question qui va nous pousser à réfléchir sur les notions d'effort et d'aisance, de facilité. Alors, la question va être abordée sous deux angles. Bien sûr, on va s'interroger, nous allons réfléchir ensemble sur la notion d'effort et la notion de facilité, mais notre question du jour est, faut-il suivre la voie de la facilité? Alors, j'en profite pour vous resaluer. Salutations à Denis, Pauline, Pierre, Guylaine, Cathy et tous ceux et celles qui nous écoutent. Merci d'être présents pour cette rencontre inspirée, inspirante. Et je vais toujours y aller avec une approche intuitive. Donc, je m'entretiens avec vous durant 1 heure et après, il y aura une petite période de questions. Alors, pourquoi se poser cette question-là, faut-il suivre la voie de la facilité? Peut-être, commençons avec une certaine problématisation, peut-être parce que dans nos vies personnelles, nous avons tenté de fournir des efforts, quelquefois d'y aller tellement intensément au niveau de la volonté, sans bien sûr obtenir de résultats. Peut-être aussi que nous nous sommes fatigués à fournir trop d'efforts et quelquefois à nager contre le courant. Donc, ça se peut que ces situations soient advenues dans notre vie. Il y a un philosophe montréalais qui avait déclaré comme thèse, je le nomme André Moreau, avait déclaré comme thèse que l'effort est le signe de l'erreur. Il nous proposait la voie de la facilité, la voie de l'aisance. Cette voie qui fait que nous passons à l'action parce que cela nous plaît, parce que cela nous inspire, parce que nous en avons le goût. Mais je crois que cette phrase-là, qui est affirmée d'un bloc, a été mal comprise et aurait pu être nuancée par notre philosophe national, jovialiste André Moreau. Je ne crois pas que l'effort soit le signe de l'erreur, mais ma position est la suivante. Je crois plutôt que de persister dans des situations où il y a résistance et problématique. Allons-y d'un exemple. Un exemple pour mieux se situer. Vous rencontrez quelqu'un dans votre quotidien, par hasard dans un café, vous avez une belle discussion sur des sujets comme l'art, l'actualité, la politique, etc. Et vous tombez d'accord pour vous échanger les numéros de téléphone respectifs et vous êtes d'accord aussi pour vous revoir. Et là, vous tentez d'appeler cette personne-là, soit qu'elle ne répond pas, soit qu'elle ne retourne pas l'appel. Et là, vous laissez un message sur sa boîte vocale. Et là, vous commencez justement à interpréter, à analyser la situation. Comment se fait-il que notre première rencontre, qui était si facile, si agréable, si spontanée, on parlait presque d'une amitié naissante, comment se fait-il que par la suite, tout ne semble pas couler de source?
Donc, vous vous réessayez pour un deuxième appel. Encore là, vous n'avez pas de nouvelles. Et là, vous commencez à vous interroger. Est-ce que j'ai vraiment eu une réelle connexion quand j'échangeais avec cette personne-là? Que s'est-il passé réellement? Pourquoi cette personne-là ne me donne pas de nouvelles? Et là, vous redécidez de, de renvoyer un message pour une troisième fois. J'espère que vous vous êtes donné une limite de 3, parce qu'après 3 fois, si on n'a pas de réponse, hein, on pourrait se dire que ça semble difficile de se rejoindre. OK? Donc, si on revient au principe d'André Moreau, l'effort est le signe de l'erreur, il serait d'accord pour dire que lui, il sous-entend que les choses doivent venir de manière aisée, doivent se faire par plaisir, par inspiration. Et là, semble-t-il qu'on voit qu'on n'a pas de retour d'appel, on n'a aucun retour d'appel, et peut-être faudrait-il mettre ça de côté pour le moment. Alors moi, j'interprète cette position-là, ce n'est pas l'effort qui est le signe de l'erreur, c'est de persister dans une voie où il n'y a pas d'écho, hein, dans une voie où tout semble difficile. Là, je n'ai pas donné d'exemple concernant une voie difficile. Hein? Je me rappelle cette fois-là, je vais vous conter cette histoire, encore une histoire assez intéressante. J'avais été convoqué en entrevue dans un collège où on enseigne la musique, principalement, un collège reconnu pour l'enseignement de la musique. Et je me rappelle ce matin-là, peut-être même que je m'étais habillé pour une entrevue, je m'étais surpris de m'être habillé avec un look sportif pour une entrevue, ce qui est un peu bizarre. Je m'en vais à l'arrêt d'autobus. Je suis en train d'attendre l'autobus pour me rendre au collège. Et finalement, j'ai un mauvais pressentiment. Plus tard, je descends de l'autobus pour me rendre au collège. Je cherche mon chemin. Je demande à quelqu'un qui me dit va vers la droite. Je m'en vais vers la droite. Je me trompe de côté. Finalement, il fallait aller vers la gauche. Et j'arrive dans ce lieu, dans ce collège, et je sens que l'ambiance est sombre, grise. Je ne me sens pas bien. Et là, on m'attend en entrevue en me disant « Êtes-vous prêt à enseigner les auteurs suivants? » Des auteurs que j'apprécie peu. Emmanuel Kant, John Rawls, et des auteurs extrêmement sérieux. Et j'ai devant moi des gens, 5 ou 6 personnes qui vont me questionner durant l'entrevue et qui me demandent de quitter mon emploi immédiatement si je veux enseigner au collège, que je ne pourrais pas avoir un deuxième emploi à temps partiel, etc. Tout semble compliqué, l'ambiance est grise, les gens qui me passent en entrevue ont un ton sévère. Et là, je suis conscient de tout cela. Alors, j'ai tenté dans l'entrevue de dire, de déclarer qu'il n'était pas grave d'enseigner Kant, d'enseigner John Rawls, mais cela, profondément, ne me tentait pas. Alors, on dirait que plus j'avançais dans cette démarche, dans ce processus, tout semblait devenir difficile. Et c'est là que la position d'André Moreau qui déclare « l'effort est le signe de l'erreur », hein, de persister dans cette voie-là, devient problématique. Je suis un peu d'accord avec lui, mais je le traduis plutôt en disant que persister lorsqu'il y a résistance, c'est finalement d'aller contre le courant, mais le courant de son être profond qui reste à découvrir à chaque instant. Et ce chemin-là, il est un chemin qui va nous surprendre. Certes, il faut placer un pas devant l'autre et par la suite se mettre à l'écoute ou continuer notre marche, notre promenade, mais toujours rester attentif, toujours
être présent à nous-mêmes, à nos sensations corporelles, à l'environnement, aux gens que nous rencontrons. Parce qu'il se peut que notre chemin, il se peut que notre périple, ce que mon ami Charles appellerait un pèlerinage, il se peut que mon pèlerinage euh, s'ouvre à de différentes avenues possibles, que des avenues que nous n'aurions même pas imaginées. Alors aujourd'hui, notre thème, c'est faut-il suivre la voie de la facilité? Je vais développer d'abord une position qui, oui, il faut suivre la voie de la facilité, mais bien sûr avec un bémol, avec aussi une position, une thèse inverse qui est non, quelquefois, il ne faut pas suivre la voie de la facilité. Mais vous allez voir que dans ma synthèse, nous allons pouvoir comprendre que dans notre vie, quelquefois, le défi, la résistance, c'est un bon signe lorsqu'on veut se dépasser. Mais d'autres fois, parce que nous sommes extrêmement volontaires au quotidien et parce que nous avons été éduqués avec cette vision de il faut fournir toujours des efforts, ne jamais baisser les bras et être extrêmement volontaire pour atteindre nos objectifs, nous allons voir que cette voie-là, en premier lieu dans notre rencontre, est une voie qui risque quelquefois de nous amener vers le chemin des accidents, de la maladie, ou d'autres fois, vers la voie de l'égarement par rapport à ce que veut notre être profond. Alors, lorsqu'on parle de facilité, hein, notre thèse première, c'est la voie de la facilité. J'ai des synonymes pour cela. La voie qui se fait sans effort, la voie qui se fait où tout se fait avec aisance, facilité. Et on pourrait même y aller avec une analogie, le chemin qui est fluide. Hein? C'est ce qui va amener un psychologue, si je ne m'abuse, est-ce que c'est autrichien ou hongrois, Csikszentmihalyi, en 1975, développer dans la psychologie ce qu'il va appeler la théorie du flow. Parce que lorsqu'il questionnait des gens qu'il recevait en entrevue pour témoigner de cet état-là dont je vais vous parler dans quelques instants, les gens faisaient référence à la notion de fluidité. Ça coule, hein, dans le sens de la rivière. Ça coule, c'est aisé, je sens que je flotte. Je sens que cela est fluide. Hein, on emploie souvent ces expressions-là. Je suis le courant, mais attention, est-ce que c'est le courant de votre être que vous suivez, de votre être qui vous transcende, qui est plus vous-même que vous-même, ou c'est le courant euh, du conformisme, du politically correctness, le courant de auquel les marchands vous invitent, le courant des idéologies dominantes, le courant de la consommation. Et moi, je vous invite plutôt à suivre le courant de votre être et de vous mettre à l'écoute de votre être profond, qui n'est pas simplement un caprice, mais qui est une voie intuitive. Et pour reprendre les mots de Nietzsche, une voie où on dit oui à l'instinct primordial. Pour reprendre les mots de Paul Diel, la voie du désir essentiel. Alors voilà, lorsqu'on suit le courant, on suit ce que mon ami Charles va employer le terme, le courant de l'ordre cosmique, hein, qui nous invite à emprunter tel chemin et qui quelquefois peut nous placer devant l'inattendu, devant l'imprévu, et un chemin qui, pour certains, est insécurisant parce que c'est le chemin de l'écoute et de l'attention dans le ici et le maintenant. Alors, cette voie de la facilité,
Ça me rappelle un film de Woody Allen qui s'intitulait Whatever Works, un titre plutôt pragmatique, hein, où on retrouve un physicien un peu désabusé qui, euh, comment dire, a vécu plusieurs relations amoureuses qui l'ont mené à la déprime, au fait de ne plus s'estimer lui-même, etc. Et à un moment donné, il tombe en amour avec une jeune femme qui est son antipode. Hein? Elle est plus jeune, elle vient du Texas, lui vient plutôt de, si je ne m'abuse, de la côte est américaine. Et à un certain moment donné, notre physicien déclare, je vais suivre non pas le chemin qui m'a toujours amené à la, à l'échec romantique, non pas le chemin qui m'a amené vers la dépression, mais il déclare, maintenant, je suis le chemin qui est facile. En anglais, il va dire, je vais suivre le chemin qui est fonctionnel. Et ça, c'est Éric Barret, hein, qui souvent emploie ces termes. Allons vers ce qui est naturellement fonctionnel. Mais pour nous qui sommes des êtres de désir, hein, nous sommes souvent mus par un idéal, par des critères moraux, par une vision des choses, une vision philosophique de l'amour, etc. Et souvent, nous n'allons pas vers ce qui est aisé, ce qui est aisé. Donc, dans le film, c'est un petit peu une vision quelque peu pessimiste en disant, ben, je vais aller vers ce qui fonctionne finalement. Il y a peut-être un problème avec ça, simplement ce qui fonctionne. Mais le point est le suivant, c'est que nous, dans notre vie, après avoir essayé, emprunté plusieurs chemins spirituels, après avoir lu plusieurs livres, pourrait-on pourrait-on s'éveiller immédiatement en se disant, à partir de maintenant, je vais aller vers la voie naturelle, vers ce que je ressens, vers ce qui m'inspire, vers ce qui me donne un défi, mais crée de la joie en moi. Et je vais dire oui à, à l'élan, au désir essentiel. Donc, je vais aller, je vais prendre des décisions dans ma vie qui se font de manière fluide, des décisions qui sont aisées, où je n'ai pas besoin de faire des tableaux, hein, prendre une feuille et y aller avec les pour et les contre d'une situation. Mais je vais me demander de la manière suivante, est-ce que mon être a le goût de prendre telle décision, d'aller dans telle direction, d'accomplir telle action? Et ça, on peut même rebrousser chemin. On peut se lancer à l'eau, hein, se jeter à l'eau, plonger, en se disant, bon, je sens que j'ai le goût de me diriger sur ce chemin. Par exemple, prendre l'exemple je pense à tous ceux qui rêvent de jouer d'un instrument de musique, mais qui n'osent pas se rendre dans un lieu où on vend des instruments de musique et d'essayer les instruments sur place. Je pense à tous ceux et celles qui rêvent, qui disent, ça fait 5 ans que j'aimerais me remettre au chant. J'aimerais faire partie d'une chorale. Je rêve de jouer du piano. Allons-y avec la musique. Hein? Mais pourquoi attendez-vous? Pourquoi nous ne pouvons pas dire oui à nos rêves? Donc, ce que vous allez faire comme expérience, on prend la musique ici comme il y a peut-être un instrument qui vous interpelle. Et vous dites, je m'en vais dans un endroit où on peut se procurer des instruments de musique et je vais les essayer.
Je vais les regarder. C'est une pratique consciente, une expérimentation consciente. Et je me rappelle, avant d'acheter mon premier instrument de musique, d'avoir écouté une vidéo. Et un monsieur disait, il parlait de 5 principes intéressants. Premièrement, l'attrait envers l'instrument. OK? On oublie ça, mais c'est instinctif. Platon disait que l'amour est un appétit de beauté, un attrait. Donc, quand on fait quelque chose dans la vie, est-ce qu'on fait les choses parce qu'il le faut? Parce qu'on nous a dit que c'était la chose à faire? Est-ce qu'on accomplit quelque chose parce que quelqu'un nous force? Allons-y par l'attrait. Donc, l'instrument, d'abord, est-ce que j'ai un attrait? Deuxièmement, il faut l'essayer. Troisièmement, il y a le son qui en sort. Et certains, même le monsieur que j'écoutais dans la vidéo, disait aussi, lorsque vous l'observez, est-ce qu'il vous inspire à jouer? Est-ce qu'il est inspirant? Voilà, c'est la même chose lorsqu'on rencontre quelqu'un. On prend un café avec quelqu'un, on peut se poser la question suivante. Très simple, très instinctive. Est-ce que j'ai le goût de revoir cette personne? Pas besoin de faire d'analyse trop poussée. Hein? Est-ce que j'ai le goût à nouveau? Voilà. Donc, ce chemin-là de la voie de la facilité, c'est d'abord de dire oui à ce qui veut naître en nous. Par exemple, cette pratique de la musique. Et on peut se poser cette question-là à chaque instant en se posant 2 questions philosophiques qui vont souvent naître en nous. À quoi je me sens appelé ici et maintenant? Qu'est-ce qui m'inspire profondément ici et maintenant? Et là, on se rend compte que tout ce que nous avions prévu pour la journée ne tient pas en ce matin, en ce samedi matin ou en ce dimanche matin, et que vous êtes appelé à une autre aventure. Avez-vous le courage d'entreprendre cette nouvelle aventure? Avez-vous le courage de remettre au lendemain, au surlendemain, ce que vous aviez prévu? Et il n'y en a pas de problème. Hein, j'avais des amis obsédés par l'entraînement physique qui n'osaient pas manquer une seule journée ou parce qu'ils s'étaient dit aujourd'hui, je vais accomplir cela. Il faut accomplir cela, même si intérieurement, je ne ressens rien. Ça me fait penser à une amie qui avait fait une maîtrise en piano classique, qui m'avait déclaré, parce que vous savez que les musiciens, hein, j'ai déjà fréquenté justement cette jeune femme-là elle avait accompli son bac et sa maîtrise en piano classique, et elle demeurait avec des musiciens. Et vous savez que les musiciens, c'était dans la trentaine, et tout ce ils discutaient souvent de musique à l'appartement, ils étaient colocataires, etc. Et le mantra qui revenait souvent, c'est: il faut que j'aille pratiquer. As-tu pratiqué? Quand vas-tu pratiquer? Etc. Et justement, Isabelle m'avait dit à l'époque, Mathieu, si je n'ai pas l'appel intérieur de pratiquer et que je m'assois à mon piano, c'est 2 heures de perdu. Parce que je n'ai pas le goût, je n'ai pas l'appel. Mais on peut se déjouer. Au lieu de pratiquer ce qu'elle devait pratiquer pour son spectacle de fin maîtrise, elle aurait pu se poser la question, je n'ai pas le goût de pratiquer mes pièces obligatoires ou que j'ai choisies pour le spectacle de fin maîtrise, mais qu'est-ce que j'aimerais jouer? Il se peut que la réponse ait été rien,
Il se peut aussi que, j'aimerais jouer une pièce de jazz, une pièce populaire, simplement pour renouer avec la joie, avec le goût de pratiquer. C'est ce que je fais, hein? Tantôt avant de vous voir en ligne ici pour cette rencontre, j'ai mis mes écouteurs et j'ai pratiqué des gammes. Simplement par plaisir de bouger les doigts, etc. C'était cet appel. Mais est-ce qu'on ose dans notre vie se poser la question suivante? C'est la voie, ce qu'on va appeler la voie naturelle. Mais c'est tellement simple et quelquefois on est tellement éloigné de cette voie on obéit à un agenda, à des plans, à ce qui doit être accompli. Hein? Ça peut venir aussi de notre éducation. On obéit à des instances morales, religieuses, etc. Certains adorent obéir à ces principes-là. Mais nous voulons revenir à cette voie naturelle, d'être en contact avec ce qui veut vivre en nous, ici maintenant. Et là, on ne parle pas de se bercer dans la paresse. Hein, certains m'ont reproché à la conférence de vendredi en présence de me dire que en vivant de cette manière, on n'accomplirait rien. Je ne suis pas tout à fait d'accord. Je pense que nous avons des objectifs pour nous-mêmes, mais que ces objectifs-là peuvent être déplacés, hein, dans le temps sur 365 jours. Il n'y a aucun problème à remettre à demain ou au surlendemain. Ce qui ne nous appelle pas ici maintenant, mais nous le gardons en tête. Mais ça sera au moment opportun. Ce que les Grecs appelaient le kairos. Hein, donc, s'abandonner au divin kairos qui est personnifié par un enfant ailé, la chevelure dans le vent et il a des sandales avec des ailes, le divin kairos. Moi, j'y vais avec ce saisir le moment opportun, le moment que l'on sent parfait pour nous ici maintenant pour entamer quelque chose. Il se peut que ça ne soit pas aujourd'hui, mais il se peut que ça soit vendredi prochain. Mais là, ça nous demande de nous mettre au diapason de ce qu'il veut vivre en nous dans l'ici maintenant. Et pour cela, bien sûr, on doit pratiquer l'écoute, l'attention et le ressenti profond. C'est une autre genre de voix. C'est la voix qu'on pourrait appeler la voix de l'écoute profonde. Alors, quand Csikszentmihalyi, hein, ça se prononce, qui a développé sa théorie du flow, lui, par contre, au niveau psychologique, voit le flow, hein, d'où l'expression « je suis le flow ». On pourrait appeler ça le courant cosmique qui est plus grand que nous-mêmes, auquel le courant de notre être, par lequel le courant de notre être se laisse bercer. Csikszentmihalyi parle d'un état d'attention conjugué à nos motivations. Et là, on pense déjà à un peintre ou à un artiste qui veut rendre une pièce musicale ou peindre dans un état où on combine, et certains vont appeler ça, cet état-là, la zone, une espèce de zone de fluidité, où on combine à la fois, où sont ajustés l'attention et une forme de mobilisation de nos facultés pour, en quelque sorte, sentir qu'on fait une certaine performance artistique, qu'on performe,
mais dans l'aisance, dans ce qu'on appellerait le non-effort. Et souvent ça, on voit ça chez certains musiciens. Je pense à Jimi Hendrix qui dormait avec sa guitare et qui disait que c'était un prolongement de lui-même. Et quand on est dans cet état de flow-là, tout semble facile, mais Csikszentmihalyi nous explique que c'est parce qu'il y a une conjugaison parfaite de notre état d'attention et de notre potentiel de créativité où on se laisse être. Quelquefois en tant qu'orateur, d'autres fois en tant que musicien, et même quelquefois dans une conversation où on se dit « mais c'est tellement facile ». C'est tellement aisé. Hein? C'est ce qu'on se rend compte lorsqu'on vient de discuter pour 2-3 heures de temps avec quelqu'un qu'on ne connaissait pas et qu'après, on le déclare notre ami parce que ça s'est fait presque à notre insu, de manière naturelle, de manière aisée. Mais pourquoi ne voulons-nous pas ça pour notre vie? À la fois notre vie amoureuse, professionnelle, dans nos relations. Pourquoi résistons-nous? Pourquoi ne chérissons-nous pas assez cet état-là de fluidité, d'aisance? Hein? Si on en vient à se poser une question comme la suivante, faut-il suivre la voie de la facilité? C'est bien parce que on a eu beaucoup de problèmes à n'être que dans le sureffort, la volonté combative. J'avais une dame qui était venue à mes conférences qui me dit « Ça fait 4 ans que je me bats en cours. Je me bats contre les injustices. Je suis une guerrière, mais là, je commence à être fatiguée. Je suis plus capable. » Se pourrait-il que la solution à son problème soit sur le chemin de l'aisance? Et elle me déclare, je vais m'en souvenir, « Ah, ce que j'aimerais faire, c'est d'aller dans le nord du Québec, servir des chocolats chauds dans un chalet à des gens dans un petit café, hein, pour l'après-ski ou quoi que ce soit. C'est ce qui m'inspire. » Et là, ce qu'elle me venait de me dire, c'est une réponse qui venait du profond de son être. Mais la question, c'est pourquoi? Et là, j'ai dit, écris cette réponse-là sur une feuille. Tu viens peut-être te donner une piste, hein, qui va guider ton pèlerinage. Au Québec, on a des gens qui se sont battus pour des droits concernant des personnages de bandes dessinées ou de littérature jeunesse. Il y a un monsieur Robinson qui se battant pendant des quinzaines d'années, nous déclare lors d'une entrevue, « J'ai perdu mon inspiration à me battre pour la justice et j'ai aussi écopé au niveau de la santé. Doit-on se rendre là? Hein? Doit-on toujours être adopter une attitude combative? Hein? On se bat contre le cancer, on se bat en cours contre l'injustice. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas être courageux dans la vie, mais peut-être dans le sens des prises de conscience que l'on fait ici maintenant et dans le sens de notre être. Pourquoi se battre? Pourquoi aller à contre-courant? Certes, pour certains, c'est leur vocation et je les appuie. Hein? Certains se disent activistes, militants, individus qui aiment combattre. Je vous appuie. Mais il y a peut-être une autre voie. La voie de l'écoute. Mais certains me diront, j'ai le goût de commencer un entraînement physique, par exemple.
j'ai le goût de changer mon alimentation. J'ai le goût de faire certains voyages, sortir de mon quotidien. Et là, on identifie ce dont nous avons le goût. Et lorsqu'on s'ouvre à ces possibilités-là, à ces désirs profonds qui sont en notre être, on a déjà entamé le début du processus. On a déjà entamé le processus, comme disait Pythagore, le commencement est la moitié du tout. Prendre conscience. Hein, j'ai un ami qui me dit, je suis tanné d'être dans la production vidéo, la production sonore. J'ai envie d'être enseignant. Et là, il a commencé à nous partager ses dessins. Donc, il met à jour son portfolio de façon simple. Et juste le fait de dire « j'ai le goût d'une seconde naissance », c'est d'ouvrir la porte. Mais souvent, nous n'avons pas confiance. Et la confiance, elle va se bâtir à travers nos rencontres. Dès qu'on est authentique et sincère envers nous-mêmes, sur ce qui veut naître en nous, mais n'ayez crainte. Comme disait Nisargadatta Maharaj ou d'autres, ou Rumi, en mettant le premier pas, en faisant le premier pas, vous allez voir que le chemin va s'ouvrir à chacun de vos pas. Ça demande une forme de confiance, une forme d'abandon. Il faut bien sûr s'abandonner, de mettre de côté, peut-être vivre sans tête, comme disait Douglas Harding à ce niveau-là. De ne pas se laisser abattre par nos peurs, la suranalyse, quelquefois l'appât du gain. Mais qu'est-ce que je vais gagner en faisant ça? Est-ce que cela va me rapporter? On s'en fout. Hein? On s'en fout parce que ce que nous voulons, ce n'est pas nécessairement quelque chose qui est quantitatif. Comme disait Épicure dans la lettre à Ménécée, ce qui importe, ce n'est pas la durée de la vie. C'est-à-dire, ce n'est pas au niveau d'une certaine abondance monétaire qui nous accompagne dans la vie, ni la durée, mais bien sûr le charme de cette vie-là et la qualité de cette vie-là. Et ça, c'est dans la lettre à Ménécée. Et même dans la lettre à Ménécée, Épicure déclare que l'on soit jeune ou que l'on soit vieux, le souci que nous apportons à notre être, à prendre soin de notre esprit, de notre corps, le souci que nous avons de nous-mêmes est le même que l'on soit jeune ou que l'on soit vieux. Donc souvent, parce qu'on est plus âgé ou qu'on rentre dans une certaine tranche d'âge, on pourrait se dire « ce n'est pas pour moi, c'est terminé ». Ça, c'est quand on s'identifie à son âge. Moi, je ne crois pas qu'il faille s'identifier. Il faut se demander au niveau de l'être, que veut mon être profond? Et là, ça ne veut pas dire on ne va plus se soucier d'autrui. Quand on fait ce qu'on aime, comme le dit si bien André Comte-Sponville, lorsqu'on vit le bonheur en acte, c'est-à-dire qu'on apprécie ce que nous sommes, on fait ce que nous aimons et on apprécie ce que l'on a, on a de la gratitude, il est plus facile par la suite d'aider autrui, hein? D'être disponible pour autrui et d'appuyer autrui. Pensez-y 2 secondes. Comme disait Sartre à l'époque, un individu non libre ne sera pas capable d'appuyer la liberté vécue par quelqu'un, une liberté profonde. Hein? Certains pourraient nous jalouser. Je crois que seul l'individu libre intérieurement peut reconnaître la liberté et peut appuyer l'autre vers cette quête-là de liberté.
mais ce n'est pas la liberté qui va déborder dans la licence, dans c'est pas une liberté qui va justement causer du mal à autrui, vouloir par ressentiment, vengeance, hem, régler des comptes avec autrui, mais plutôt lorsque nous vivons le bonheur en acte, nous voulons qu'autrui soit aussi heureux. Nous voulons, faire en sorte qu'il se libère, heu, de ses peurs, de ses chaînes et aussi de ses pensées, hein. Revenir à l'écoute intuitive, hein, à ce qui surgit profondément de façon immédiate et spontanée en nous en tant qu'évidence, hein, appuyer cela en nous, ça demande une certaine pratique, mais la pratique commence ici maintenant. Donc, il n'y a pas de marche à suivre, pas de degré, pas d'étape, pas d'ajournement. À l'instar de Blaise Pascal, on s'assoit sur une chaise, on respire et on se pose les questions profondes. De quoi ai-je le goût? C'est très simple. Qu'est-ce qui m'inspire? Et lorsqu'on pratique, on est dans une certaine situation, on peut se demander, est-ce que même s'il y a de la difficulté, même s'il y a du défi, regardons en nous si cela crée une forme de joie, une forme d'émerveillement. Revenons avec notre instrument de musique. Lorsqu'on se rend compte de nos limitations, lorsque l'on se rend compte qu'on doit apprendre la pièce de manière plus lente, avant de pouvoir la jouer plus rapidement, d'être sur le tempo exigé de la pièce, on voit nos limites. On voit, comme Miles Davis, à l'instar de Miles Davis, qui a développé, qui était à l'avant-garde de plusieurs courants musicaux, Miles s'est rendu très vite compte qu'il n'était pas un virtuose à la trompette comme pouvait l'être Dizzy Gillespie ou d'autres trompettistes de son époque. Donc, il a développé autre chose. Sa faiblesse, prendre conscience de ses limites, l'a poussé à développer autre chose. La tonalité, la structure musicale, une certaine ambiance. Donc, c'est bien, quelquefois, de se rendre compte que tout n'est pas facile, que c'est difficile, mais je propose d'y aller un moment à la fois dans cet approfondissement-là, hein, quelquefois, on a de la difficulté, on se rend compte qu'on n'a pas toutes les capacités, qu'on doit justement réfléchir, prendre du recul. Ça va un peu, oui, ça demande un peu d'effort, mais on pratique quelque chose que nous aimons, l'effort, hein, vouloir s'améliorer dans un domaine, se parfaire, ben, s'améliorer ou développer ses capacités, ça devient stimulant, inspirant. Et ça, il n'y en a pas de problème. C'est toujours compatible avec cette voie-là d'intuitive de l'aisance. Mais ce qui est problématique, je crois, donc, de, de s'entêter dans une voie où rien fonctionne, où tout est difficile, où à chaque fois que nous cheminons sur le dit chemin que nous avons choisi, il y a des problèmes. On devient déprimé, manque de joie. Et là, j'ai l'exemple d'une amie qui m'appelle et qui me dit, j'ai souvent des problèmes avec mes collègues, avec mes patrons. Elle a beau changer, comment dire, de compagnie, elle revit la même chose. Je lui ai posé la question suivante l'autre fois. Est-ce que tu trouves que la communication est agréable et facile avec tes collègues? Elle me répond non.
est-ce que tu penses que ton supérieur peut faire quelque chose pour améliorer la communication entre toi et tes collègues? Elle me dit non. Je pose la question suivante, est-ce que tu te sens bien dans cette situation? Elle me dit non. Je dis, est-ce que tu peux faire quelque chose d'après toi? Elle me dit non. Et là, je lui demande, est-ce que tu te vois ailleurs? Elle me dit, oui, je me vois. Je n'ai pas envie d'avoir de patron. J'ai envie d'inventer des produits, certains produits, et de moi-même représenter ces produits-là. Parfait. Je dis, voilà, c'est simple, je t'ai posé quelques questions, mais je dis, pourquoi tu t'entêtes à demeurer dans un domaine dans lequel tu œuvres depuis 15 ans, et tu m'avais déjà dit, je ne veux plus être représentante pour certaines compagnies. Donc, c'est juste d'y aller par la voie de l'honnêteté puis de se poser des questions simples, mais certes, on peut demeurer dans cette situation-là, premièrement parce que c'est confortable, même si les communications sont malheureuses et difficiles, et on ne trouve pas de moyen pour sortir de cette vie problématique alors que ce sont des prises de conscience, selon moi, et de ne pas avoir peur. De se dire que mon être va me guider dans mes rencontres, à partir de mes prises de conscience, et que je vais trouver un chemin. Et le chemin, ça ne sera pas celui de m'accrocher à des habitudes, m'accrocher à la mémoire, au connu. Krishnamurti nous disait que le plus grand problème, c'était pas l'inconnu, c'était que nous sommes, comment dire, que nous sommes fortement attachés au connu, ce qui nous empêche de nous ouvrir à la vie à la vie fraîche, à la vie inspirante. C'est notre peur du connu. Pas notre peur, je m'excuse, notre attachement au connu qui nous empêche d'être vraiment du côté de la vie. Alors, Krishnamurti fait une espèce d'équation ou d'association. La vie est liée à l'amour est lié à l'inconnu. Et de l'autre côté, on a la peur, la mémoire et la pensée. C'est pour ça que la voie que je propose est une voie intuitive et non pas une voie basée sur la pensée en lien avec la mémoire. Donc, quand on parle d'intuition, quand on parle de ce qui surgit en nous de manière immédiate et spontanée, lorsqu'on parle d'une évidence qui surgit de cette manière-là, soyons attentifs à cette évidence, soyons attentifs aux réponses qui vont surgir dans notre esprit. Nous avons les réponses. Si si nous sommes à l'écoute, attentifs, observateurs et quelquefois à travers des rencontres, à travers un sentiment qui nous dit non, n'allons pas là. On peut expérimenter y aller. Moi, quand je suis allé à mon entrevue, dès que j'attendais l'autobus, je me suis dit, qu'est-ce que je fais là? Je n'ai pas le goût d'aller à cette entrevue. J'y suis allé pareil, mais en tant qu'expérimentateur, conscient. On peut faire ça. Quand on n'est pas sûr, nous explorons en tant qu'expérimentateurs, expérimentatrices, lucides et conscients, à l'écoute de notre ressenti profond et des prises de conscience qui surgissent en notre esprit pour nous aider à nous guider. Je vous donne un autre exemple. Récemment, je voyais un, un vieux building datant de 1926 se faire restaurer. Et c'est drôle parce qu'il y a quelques années, à côté de cette vieille bâtisse qui servait jadis c'était une école des métiers pour les sourds et muets. Et dans cette école, on faisait de la reliure, de l'ébénisterie
et toutes sortes d'arts manuels. À Montréal, c'était, je crois, les clercs de Saint-Viateur qui s'occupaient de former ces jeunes sourds et muets dans cette vieille bâtisse datant de 1926. Et il y a quelques années, je voulais habiter pas loin de cette bâtisse-là et quelqu'un m'avait dit, vous allez voir, ça prendra 5 ans avant qu'ils la démolissent, donc vous pouvez habiter à côté, vous n'aurez pas à subir les bruits de la restauration et de la construction des lieux. Mon intuition m'avait dit, cet agent d'immeuble est en train de me mentir. Je ne le sens pas. Et je m'étais posé la question, est-ce que je veux habiter dans ce logement? Mon être m'avait dit non. Donc, il n'y avait pas de coup de cœur. Le lieu n'était pas charmant et je me suis écouté profondément. Mais écoutez bien ça, ça n'a pas pris 5 ans avant qu'il restaure ce building. Ça n'a pris que 2 ans, ou même pas, 1 année. Et là, après, je riais dans ma barbe à chaque fois que je passais près de ce lieu. Mais récemment, cette vieille building en pierre grise de 1926, hein, bon, il avait commencé à bâtir des condos à l'intérieur. Et mon être, j'étais appelé profondément par ce lieu. J'ai dit, je veux habiter là. Alors, j'allais voir les petites annonces en ligne. Et c'était une obsession. À chaque fois que je passais à côté, c'était plus fort que moi. Je dis, bon, mais je vais être obligé d'appeler. Mon être me dit, appelle. Ça devient obsédant. J'appelle. Et finalement, je visite 2 logements dans ce building-là, mais qui n'était pas le logement que je convoitais a priori. Et là, je vous parle de l'expérimentation consciente. Donc, j'ai dit, je vais aller voir quand même comment on se sent dans cette bâtisse-là. Je vais voir un logement au 5e, trop cher. Je n'aime pas l'ambiance. Je descends au 3e, trop près de l'ascenseur, trop petit. Et quelques semaines plus tard, celui que j'avais convoité, je dis, bon, ben, je vais me décider d'aller le visiter car, je ne sais pas, je me sens fortement appelé. Et après, au moins, je pourrais, justement, en guise de conclusion, je pourrais me dire, bon, je vais clarifier la situation. J'habite là où je quitte. Je cesse de nourrir cette obsession-là, mais c'était plus fort que moi-même. Comme disait Emerson, hein, c'était quelque chose. Mon être parle plus que ce que je dis, puis on dirait que j'étais interpellé par ce lieu. Et finalement, je vais visiter. Coup de cœur. Et ça a pris quelque temps, j'ai signé et tout. Et là, je déménage dans 2 semaines dans ce lieu que j'ai baptisé. Je l'ai baptisé, on m'a donné un lieu. Casa Essentia, la maison de l'être en latin, la demeure de l'être. Et intéressant, vieux building restauré. Et là, j'y vais d'une forme analogique. Je dis, pour les sourds et les muets, peut-être que c'est un lieu de recueillement pour mon être, hein? Où je vais goûter enfin un certain silence. J'y vais d'une analogie par plaisir, donc, où je vais me fermer les yeux et où je vais être dans un certain silence. Regardons dans mon processus, nous irons vérifier si ce lieu-là, hein, va m'inviter à cette forme de méditation-là, de recueillement. Hein, parce que comme nous disait Pascal, l'essentiel et le plus difficile pour l'être humain, c'est de s'asseoir seul dans sa chambre, en repos pour une vingtaine de minutes et de respirer. Donc, je suis peut-être rendu à ce moment de ma vie où il est important, et vous vivez ce genre d'expérience-là. Ce n'est pas séparé de vous-même. Et ces expériences-là, c'est des expériences que l'on vit sur le chemin de la facilité, car tout s'est fait d'une manière aisée. Je n'ai jamais vu ça. J'ai été abordé par un jeune homme dans la vingtaine qui
je lui ai même dit, j'ai dit, tu es dans ton domaine, tu es un naturel. Comment dire, tu es un jeune agent d'immeuble, courtier, et il te met aucune pression, gentil, efficace, etc. J'étais plein de gratitude envers lui. Et tout s'est fait, je conclus là-dessus, tout s'est fait d'une manière si simple, si aisée. Mais il suffisait, bien sûr, les amis, de se dire oui et d'aller expérimenter dans le sens de ce qui vous appelle profondément. Et après, on reste ouvert. On reste à l'écoute, attentif. Mais nous allons expérimenter consciemment et vérifier si nos intuitions, nos évidences profondes s'avèrent justes et à point. Sur ça, les amis, il est 11h05. S'il y en a qui ont des questions, des commentaires, levez votre petite main. Je vais juste vous remercier en faisant le tour. On va avoir une petite période de questions. Je vous remercie. Je remercie nos gens de la France, du Québec, de l'Afrique du Nord, d'Haïti, etc. Je vais faire le tour et je vais passer la parole aux gens qui me lèveront la main. Mais je vais remercier Jean pour cette belle rencontre. On salue Susanna, Cathy, Diane Ledoux, Cornelia, Sylvie, Corinne, Yolande. On salue Thérèse, Karine, Ribourg, RVP, Denis, Pauline, Pierre Gauthier et Paquerie. Et on écoute Pauline. Tu peux y aller, Pauline. Ouvre ton petit micro. Je t'écoute. Mon cher, on dirait que tu as fait ça juste pour moi. C'est vraiment, vraiment, je suis tout émue de t'avoir entendu. Qu'est-ce que tu as acheté ton condo? C'est-tu près du Parc Jarry? Absolument, oui, c'est près de. J'ai habité là 15 ans, en face du Parc Jarry. Je savais que c'était long. Mais enfin, pour te dire que moi, j'ai 80 ans, hein, et là, j'ai tombé dans un escalier mobile du métro et j'ai déboulé 9 marches. Il a fallu que j'aie cet accident-là, pour comprendre des choses à 80 ans que j'aurais dû apprendre avant. Là, tu vois, j'ai plus de plante, mais j'ai un autre ATL que j'ai. Et j'ai écrit mon dernier livre, Le soleil de mes 80 printemps, puis là, je me demandais si je devais continuer à écrire ou si c'était fou. Puis là, j'ai fait un appel à l'univers. Ben, imagine que mon premier livre que j'ai écrit, Au seuil d'une porte, mon mari venait de l'Inde. Et là, j'ai un neveu qui est déménagé il y a à peu près 7-8 mois en Ontario, puis je suis allée le voir. Il a décidé de traduire mon livre en ourdou, à la langue officielle de l'Inde. Et mon dernier livre, je prends un cours de iPad et la personne a décidé de traduire le livre Le soleil de mes 80 printemps en espagnol. Je suis émerveillée parce que j'ai essayé de faire des lancements, puis ça allait pas vraiment bien avec le livre à cause de la pandémie, tout ça. Mais tu vois, des fois, on a tendance à voir juste l'arbre et pas voir la forêt en arrière. Voilà. Ça a été plus loin et je suis tellement émue, là, tout ce que tu as dit, là, c'est moi tout craché. C'est comme si j'avais été te voir pour te parler. C'est incroyable. Merci, Pauline. Ferme juste de grâce d'avoir été avec toi ce matin. Ben, merci, Pauline. Juste fermer ton petit micro. Je vais faire un commentaire, rebondir sur ce que tu viens de dire. Et ce que je retiens, justement, on ne connaît pas toute ton histoire, mais pourquoi se rendre jusqu'à la souffrance pour prendre conscience? Hein? Avons-nous besoin de vivre des accidents, de nourrir... de nourrir certaines maladies chroniques ou quoi que ce soit pour prendre conscience. Certes, si on y va avec la voie de l'authenticité, on peut même aussi écrire notre journal, nos prises de conscience. Si on n'a personne à qui parler, on peut se livrer intimement sur du papier, etc. Mais le point que je retiens de toi, Pauline, c'est que certes, si tu t'es blessé, etc., tu peux l'interpréter comme, finalement,
il est peut-être temps que je ralentisse un peu, que je prenne du temps pour moi et que je change, comme les Grecs disaient, je change ma manière de voir les choses, que je m'apaise un peu et que je regarde d'une autre manière. Hein. Comme disait Proust, voyager, ce n'est pas nécessairement quitter notre pays pour un autre pays ou un autre lieu, mais changer notre regard sur ce qui est. Merci, Pauline, pour ton témoignage. Je ne sais pas, je vais juste repasser. S'il y en a qui ont des commentaires, levez la petite main jaune. J'en profite à nouveau pour vous saluer. Merci à Cathy, à Diane, à Sylvie, Corinne, Yolande, Ribaud. Merci à Pierre. Je ne sais pas si Karine Parenteau avait quelque chose à dire. Est-ce que tu avais quelque chose, Karine? Je te voyais sourire tantôt, etc. Est-ce que tu voulais faire un commentaire ou Non, je t'écoute? j'avais pas de questions en soi, mais moi aussi, je suis un petit peu comme Pauline en disant, mon Dieu, c'est exactement ça, cette question-là résonne de toutes les façons. Oui, oser être soi, suivre le courant, aller vers l'aisance. Moi, je l'appelle la fluidité et tout ça. Et c'est tellement... Puis c'est vrai que, tu sais, au départ, tu avais dit que tu as eu une conférence il y a quelques jours et il y a des gens qui ont résisté finalement à ce que tu avais à dire en disant oui, mais il faut faire des efforts. Oui, c'est bien de faire. Il y a des situations où l'effort a raison d'être et il y a des situations où c'est de prioriser certains combats quand on a à en vivre parce qu'on en a tous à vivre, mais c'est dans la façon de voir les choses et dans la façon d'interpréter et de voir est-ce que ça m'apporte quelque chose, est-ce que ça va m'amener vraiment plus loin et pas dans le côté égo, mais bien si je m'en vais dans cette voie-là, est-ce que je suis bien là-dedans et tout ça? Et moi, j'ai vécu un burn-out il y a plus d'1 an et un peu comme Pauline, ça a changé un regard de voir les choses. Et aujourd'hui, j'y vais vraiment dans la question de la facilité, moi aussi, de dire, OK, est-ce que ça, j'ai envie de faire ça? Oui, non, OK. C'est vraiment comme ça. Alors, ça a beaucoup, je dirais que la conférence d'aujourd'hui a beaucoup validé. Alors, merci. Alors, je vais continuer. Alors, c'est ce que j'avais à dire. Souvent, on est là pour, moi je fais des conférences pour se rappeler à nous-mêmes certains éléments essentiels pour, comme nous disait Montaigne, apprendre à développer notre art de vivre, apprendre à découvrir notre propre rythme, apprendre à assumer avec authenticité notre être profond. C'est ça aussi. Je me rappelle lorsque j'ai donné à mon collègue pour Noël mon livre La violence de l'éveil, tout ça. Lorsque j'ai vu qu'il portait une écharpe, un foulard rouge, j'ai dit « Ah, j'ai mon livre rouge sur mon bureau, je vais lui offrir. » Et j'étais un peu inquiet parce que c'est un livre quelque peu ésotérique ou qui va quand même assez loin au niveau de la pensée. Il m'est revenu après le temps des fêtes, c'était merveilleux, tout le monde a lu le livre au cabinet lorsque nous étions au chalet. Finalement, ton titre, La violence de l'éveil, c'est pas si violent que ça, donc, etc. Mais c'était mon dernier moment, c'était comme la dernière marche à franchir pour assumer l'authenticité de mon être au niveau de l'écriture. Donc, nous sommes toujours en chemin et nous pouvons toujours apprendre à tout moment du contact avec les animaux, avec les éléments, avec les êtres humains, la nature. Nous sommes en constant apprentissage, à la fois pour s'étonner, pour s'émerveiller et pour voir, en fin de compte, justement, la voie de la facilité, c'est aussi de cesser de prendre tout ce qui nous arrive comme étant dramatique, sérieux. On se rappellera la belle phrase de Cioran là-dessus. Nous sommes tous et toutes des farceurs parce que nous survivons à nos problèmes.
Pensez-y, quel était votre problème il y a 21 jours? On ne s'en souvient pas. Hein? Vos problèmes, c'est surtout ceux que vous entretenez en ruminant ces 10 problèmes-là et en les voyant comme un problème, non pas en les voyant comme des possibilités de luminosité. Hein? On se rappellera la phrase de Rumi ou même de Leonard Cohen, à travers chaque fissure, à travers chaque souffrance, s'il y a ces fissures-là, ça permet à la lumière de pénétrer en nous, donc à travers des expériences de deuil, des difficultés au niveau des relations, il y a une lumière, la lumière de la conscience. On sait que Jean Bouchard aime beaucoup cette expression-là, la lumière consciente qui pénètre en nous, voilà, à laquelle on laisse place en nous-mêmes. Donc, à chaque fois que nous vivons quelque chose de difficile, on se défige, on laisse l'énergie passer, la vibration, et on se souviendra justement, je vais peut-être terminer sur mon commentaire, lorsque Rumi dit « Lorsque nous souffrons au niveau amoureux, où nous souffrons dans la vie, c'est simplement que nous nous rapprochons, en quelque sorte, de la lumière, où au lieu de se sentir aussi éloignés des autres, de la nature, de l'univers au niveau du cœur, il y a un rapprochement qui va se créer à travers ces larmes qui sont versées, à travers justement cette résistance. Hein, parce que certains diront au niveau ésotérique et gnostique que nous souffrons parce que nous résistons. Nous résistons. Et c'est quoi l'inverse? Hein? Aisance versus résistance. Nous nous accrochons et nous sommes quelquefois incapables de vivre cette alchimie-là, ce travail alchimique qui veut finalement nous polir intérieurement, d'apprendre justement à être plus en accord avec le rythme de la vie. Je vais vous faire un petit salut encore, je vais vérifier. Salutations à Diane, Pauline, Pierre, Danou, qui est de retour, Cathy, Sylvie, Corinne, Yolande. Merci à tous et à toutes d'avoir été présents. Je vais passer la parole à Jean parce que